on veut être fidèle à son œuvre, on veut être fidèle à son parcours, puis tout à coup, hop, il fait autre chose, il s'en va dans tout à fait autre chose. Et c'est ça qui fait qu'il nous a donné récemment une espèce de méditation philosophique, une promenade qui s'appelle Splendeur au bois Beckett. C'est ça? Au bois Beckett. Alors, c'est tout à fait autre chose. Donc, il s'interroge sur les promenades par rapport aux autoroutes, par rapport au boulevard, évidemment. Alors, Étienne Beaulieu, d'abord, merci beaucoup, Étienne, de revenir nous voir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après cette journée d'enseignement et il est tout jeune, alors il travaille encore et il s'est déplacé pour nous. Alors, je veux vous rappeler qu'il a été chargé de cours en cinéma québécois à l'Université McGill, professeur de littérature aussi à l'Université du Manitoba, puis il a enseigné aussi au département d'art, il enseigne maintenant au département d'art, lettres et communications au Cégep de Drummondville. Il est cofondateur des cahiers littéraires Contre-jour et directeur des éditions Notable Aînée. Il est spécialiste du romantisme. Il a publié plusieurs livres, mais il y en a un, entre autres, qui lui a valu beaucoup de prix, entre autres celui de la ville de Sherbrooke, c'est Trop de lumière pour Samuel Casca. Il y a 2 semaines, on recevait Yvon Rivard qui nous tentait de répondre à la question comment sortir du bois sans perdre le nord. Quand il a vu le propos de la conférence de ce soir d'Étienne Beaulieu, il a dit c'est presque une réponse à la question que j'ai posée la dernière fois, parce qu'effectivement, la question posée par Étienne Beaulieu pour ce soir, c'est ce qui se cache au cœur de la forêt, la culture à l'épreuve des arbres. Alors, c'est qu'à Sherbrooke, paraît-il, je ne sais pas, mais une amie vient de là-bas m'a dit, me l'a confirmé, il y a un bois qui s'appelle le bois Beckett, qui semble très fascinant, qu'on découvre quand on se promène comme Étienne Beaulieu, mais qui apparaît au cœur de la ville. Alors, se promenant là, Étienne Beaulieu a eu des réflexions, évidemment, qui l'a amené à voir comment il y avait 2 cultures, 2 mentalités, 2 états d'esprit qui pouvaient s'opposer, qui pouvaient dialoguer. Quand il y avait la droiture, par exemple, du boulevard, par opposition, évidemment, aux imprévisions de la forêt et de tout ce qui vient dedans. Alors, c'est pour ça qu'il a fait un lien à ce moment-là avec la culture occidentale, très marquée par Descartes, bien entendu, qui disait qu'on pouvait être maître et possesseur de la nature et qu'on pouvait aller en ligne droite et s'y a donné les lumières. Mais là, évidemment, il y a autre chose. Il y a ces forêts-là et il y a de l'imprévisible. Alors, Étienne, merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Merci beaucoup, Léa. Merci d'être là. Ah oui, excusez-moi, il y a quelque chose, il y a un quêteux à la salle qui ne voulait pas que j'oublie qu'il était quêteux. Ça va être contre la patte du poêle ou du coin de la table, là, vers la sortie. Laissez tomber vos bidous là-dedans, vos millions. Message reçu, c'est bon. Donc, oui, je suis vraiment content d'être là. Je veux simplement dire, ça fait 1 an que je suis venu ici, puis je garde vraiment un excellent souvenir de ce passage-là parmi vous, parce que plus j'avance dans mon parcours d'écrivain, d'éditeur maintenant, puis d'homme de revue, je vais dire ça comme ça, puis je me rends compte de l'importance des relais locaux. Ça devient capital dans la culture d'aujourd'hui. Je dirais même que tout, presque au sens d'un circuit électrique, les résistances locales vont être les dernières, les derniers remparts de ce qu'on appelle la culture. J'en ai la profonde conviction et que, en fait, je trouve ça admirable comme structure et je pense que c'est dorénavant l'avenir de la culture passe par ce genre de regroupement-là. Donc, c'est entre autres pour ça que je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, mais en plus d'évoquer un nom qui m'est cher, Yvon Rivard, bien sûr, qui a été mon directeur de thèse, à qui je dois énormément. Ça me fait encore plus plaisir.
Donc, je suis venu vous parler d'une question qui, malheureusement, risque d'être un peu traumatisante, même si je suis convaincu que vous connaissez déjà les tenants et aboutissants de cette histoire écologique que je vais vous raconter. Je vais essayer de prendre le versant positif de tout ça, c'est-à-dire j'essaie de prendre la question sous un angle qui laisse place à un peu d'espoir. C'est la raison pour laquelle j'ai donné à mon titre, au titre de mon livre, Splendeur Bois Beckett, un certain éclat, une certaine ouverture, parce que ça ne me tentait pas d'y aller avec une dépression profonde en devanture. J'ai voulu essayer de montrer ce qui reste de splendeur, ce qui reste de beauté, ce qu'il y a d'assez, comment dire, puissant pour nous appeler à autre chose qu'à une destruction généralisée dans laquelle nous sommes malheureusement engagés. Donc, le bois Beckett est une petite merveille. Je ne le dirai pas trop fort parce que je ne veux pas qu'il y ait 3 autobus de touristes qui se déplacent à cet endroit-là prochainement, mais c'est vraiment une chose comme il s'en fait peu. D'abord, juste vous indiquer qu'est-ce que c'est en question. Aucun rapport avec l'écrivain Samuel Beckett. Aucun, mais vraiment aucun. Ou en tout cas très très lointain. Le bois Beckett est nommé en l'honneur d'un major qui s'appelle Henry Beckett, qui est un immigrant écossais, qui est venu donc au 18e siècle, fin du 18e siècle, début 19e siècle, comme beaucoup d'Écossais sur le territoire, puis tout simplement s'établir, devenir un grand seigneur de ce qu'on appelait les Eastern Townships, donc les cantons de l'Est. Et progressivement, donc, le bois Beckett s'est formé sans qu'on sache trop comment. La ferme Beckett de ce fameux major a été cédée à la ville de Sherbrooke en 1963. Et c'est devenu un parc municipal, un parc local absolument somptueux, une pure merveille écologique, classé patrimoine provincial, classé forêt ancienne. Donc en forêt urbaine, il y en a seulement 2 au Québec. Il y a le boisé Papineau à Laval et il y a le bois Beckett de Sherbrooke. Donc un joyau écologique qui, c'est dans 6 hectares de forêt, 351 espèces, donc la dernière caractérisation, des salamandres extrêmement rares, des faunes aviaires absolument stupéfiantes, tout ça en plein milieu de la ville. Donc c'est quelque chose, quand on ne vit pas à Sherbrooke, on ne sait pas que ça existe, et même quand on vit à Sherbrooke, ça prend un certain temps à découvrir tout ça, parce que personne n'en fait trop la publicité, et puis tant mieux, parce que comment dire, le boisé Beckett réussit à survivre parce qu'il n'y a presque personne qui y va. Les derniers relevés de dendrochronologie qui ont été faits par l'Université de Sherbrooke nous laissent penser, en fait, on a même la preuve qu'il y a certains arbres, entre autres des pruches, qui ont plus de 400 ans, donc qui sont au centre de la forêt ancienne. Donc ça remonte à la présence française, en fait, ce boisé-là. Je n'ai aucune idée, j'ai fait toutes les recherches possibles et inimaginables, je n'ai aucune espèce d'idée à ce jour de la raison qui motive l'existence de cette forêt ancienne. Je pense que c'est un pur hasard de l'histoire qui fait en sorte que ça n'ait pas été rasé, que ça n'ait pas été des champs. Peut-être qu'il y avait des pierres qui aujourd'hui sont ensevelies, peut-être qu'il y avait un dénivelé qui ne permettait pas aux machines de l'époque. J'ai fait toutes sortes de recherches à la Société d'histoire de Sherbrooke, sans succès. Je n'ai aucune idée et probablement que ça va rester une énigme. Ce qui m'intéresse dans le bois Beckett, c'est d'abord le joyau écologique qu'il est, mais c'est le symbole que le bois Beckett est, à plusieurs égards. Premièrement, le bois Beckett existe grâce à un regroupement citoyen. J'ai dit en entrée de conférence que je crois de plus en plus à ces organisations locales, à ces résistances locales. Le regroupement du bois Beckett, dont je fais partie, existe depuis 40 ans, d'accord, maintenant 42 ans. C'est ce regroupement de citoyens qui a empêché des grands promoteurs immobiliers de détruire totalement la forêt. Et aujourd'hui, c'est devenu un des joyaux de la ville de Sherbrooke, qui fait en sorte que les maisons ont des taxes municipales beaucoup plus élevées. Donc la ville y a trouvé son compte aussi. Vous connaissez le jeu, n'est-ce pas? C'est un jeu de politique municipale. Mais néanmoins, ça permet à une certaine forêt d'exister, une certaine forme de forêt urbaine, comme les écologistes l'appellent, d'exister. Donc c'est un regroupement, c'est une intrication entre un regroupement citoyen, entre une faune, une diversité faunique, une diversité végétale énorme qui s'allie en fait dans un lieu tellement étonnant parce que c'est un lieu de pure passivité à travers l'immense activité des humains et des hommes. C'est un lieu de préservation d'une passivité qui est rarissime de nos jours. Donc,
il m'intéresse à ce titre-là. Deuxième titre auquel il m'intéresse, c'est ce que j'appelle, le Bois-Beckett forme ce que j'appelle une forêt synthèse. C'est-à-dire qu'il synthétise toute l'histoire du Québec à lui seul. Pourquoi? Parce que, d'abord, c'est son nom, Boisé-Beckett, c'est la strate d'immigration anglaise qu'il a créée. Donc, ce sont des Anglais venus d'Écosse, d'Irlande, avec toute le peuplement des Eastern Townships avec les loyalistes anglais qui viennent rejoindre ceux qui veulent rester fidèles à la couronne. Donc, au moment où le Canada passe aux mains de l'Angleterre et que les États-Unis d'Amérique créent leur indépendance en 1776. Ça, c'est le premier substrat. Mais il y a évidemment le substrat francophone qui va venir s'y ajouter à partir du moment où les francophones vont venir dans la Patten, qu'on appelle à Sherbrooke, une grande industrie textile qui va embaucher des francophones qui vont devenir dominants progressivement du point de vue démographique et s'agglomérer autour du Bois-Beckett et former 90% de la population. Donc, si le Bois-Beckett s'appelle Beckett avec un nom écossais, ceux qui utilisent le bois sont francophones. Mais la troisième strate qui m'intéresse encore plus, c'est la strate amérindienne. Traditionnellement, c'est le territoire des Abénakis, en fait. C'est même un haut lieu de culte Abénaki, juste au bord de la rivière Saint-François. En fait, c'est un lieu de surplomb qui voit l'embranchement, disons, de la rivière Magog et de la rivière Saint-François. Donc, c'est un lieu extrêmement intéressant, extrêmement puissant du point de vue mythologique, il y a une intrication des trois peuples fondateurs, parce qu'il n'y en a pas seulement deux, il y en a trois, en tout cas au moins, n'est-ce pas? On l'oublie toujours, mais donc il n'y a pas seulement Wolinak et Odanak comme lieu des Abénakis, il y a le Bois-Beckett. Le Bois-Beckett, il ne faut pas l'oublier, c'est un des endroits extrêmement importants de cette culture amérindienne. Donc le Bois-Beckett, il a l'air de rien quand on y arrive. Il contient énormément. Ça, c'était la deuxième chose qui m'intéressait, qui m'a poussé à faire le livre. La troisième, là, je vais décoller dans une sphère un petit peu plus philosophique, c'est le rapport à la ville qu'il détermine, qu'il montre, qu'il illustre, qui représente, puis qui est tellement problématique et en même temps parfaitement adapté à notre époque. Donc, qu'est-ce que pour toute cette partie-là, ce que je vais vous dire, je m'inspire d'un livre d'un critique américain qui s'appelle Robert Harrison, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Forest, imaginaire de la forêt en Occident. Donc, le Bois-Beckett est une enclave inversée. C'est-à-dire que le développement urbain, au moment où on se parle, dans le développement de la ville que la ville de Sherbrooke vient de déposer l'automne dernier, le Bois-Beckett est totalement encerclé par le développement humain. C'est une espèce de Central Park maintenant, Central Park en devenir, parce qu'il y a le haut du U qui est encore un petit peu à l'état sauvage, mais c'est une question d'années. D'ici 3 ou 4 ans, le U va être fermé maintenant. Or, il se trouve que dans ce boisé-là, il y a des orignaux, il y a des ours noirs, il y a toute la diversité faunique et aviaire dont je vous ai parlé, ce qui donne un rapport bizarre à la forêt. Et donc, c'est une enclave inversée, je disais. C'est une forêt qui montre l'envers de notre civilisation. C'est-à-dire que c'est elle la clairière. C'est une forêt qui n'est pas une zone de densité qu'il s'agirait d'éclaircir. Comme on disait, c'est pas une terre de bois debout, comme disaient nos ancêtres, qu'il faudrait mettre couché par terre. C'est le contraire. C'est cette forêt qui elle-même forme l'éclaircie à travers la densité du tissu urbain qui va croissant autour de la forêt. Donc, c'est étrange. Le boisé Beckett, comme le boisé Papineau d'ailleurs, nous montre l'envers de notre civilisation. C'est-à-dire, non pas d'une forêt à débiter, d'une forêt à conquérir, mais d'une forêt à préserver à l'intérieur d'une urbanité désormais dominante à la grandeur de l'Occident. Donc, je dirais même, l'avenir des villes se montre à travers la forêt Beckett. L'avenir des forêts aussi. Parce que dorénavant, les forêts risquent d'être encerclées par un tissu urbain. C'est une question de décennies pour que toutes les forêts, pas seulement du Québec, pas seulement du Canada, des États-Unis, et même la fabuleuse forêt noire d'Allemagne, qui a fait rêver tant de poètes, d'écrivains, de peintres, que toutes ces forêts-là soient, à l'image du bois Beckett, encerclées d'un tissu urbain. Donc, le bois Beckett est déjà, avant toutes ces forêts-là, mais en même temps que beaucoup d'autres,
une inversion de notre culture, une inversion de notre manière de penser le rapport. Et là, je vais entendre le mot culture dans un sens très large, mais très pesant aussi. Je vais dire une chose un peu grosse, mais qui reste juste, je pense. La culture en Occident s'est érigée contre les forêts. On le voit dans l'origine même de l'expression d'où vient le mot culture. Donc, l'expression vient du latin, évidemment, cultura, mais d'abord et avant tout, on trouve ça dans les bucoliques de Virgile, la cultura agris, donc la culture agraire, champêtre, qui est la base de l'idée de culture. Tandis qu'on va se servir de cette idée de culture pour créer évidemment tout le champ sémantique de l'agriculture, mais aussi de ce qu'on appelle la cultura mentis, c'est-à-dire la culture mentale, la culture spirituelle, la culture de soi. Michel Foucault va parler du souci de soi, etc. Donc c'est la métaphore de la culture agraire qui sert à l'Occident à comprendre son rapport à soi-même, et mieux que ça, à ce qu'on va appeler désormais dans l'Église catholique la cultura animi, n'est-ce pas, la culture de l'âme, donc l'animal, l'âme. Donc la culture, elle est au départ culture des champs, mais c'est-à-dire, pour devenir culture de l'âme, mais ce n'est pas seulement une métaphore, c'est littéral. C'est-à-dire que la culture de l'âme présuppose l'éradication des forêts. La métaphore est littérale. Donc, si l'Occident a érigé une certaine forme de verticalité en faisant en sorte qu'on puisse dégager une clairière dans la forêt et voir ce que j'ai appelé l'oculus. Je m'inspire beaucoup de Robert Harrison ici. L'oculus, c'est-à-dire l'œil de Dieu, qu'on puisse lever le regard vers le ciel et contempler le rapport au ciel directement, que l'homme ne soit plus une bête forestière, on va dire ça comme ça, comme notre patrimoine génétique nous y pousse, mais devienne autre chose qu'un simple grand singe et une bête dite humaine qui puisse regarder vers le ciel à travers une certaine forme de clairière. Donc toute la culture de l'âme occidentale est une culture qui suppose, qui présuppose, qui exige même la déforestation. Donc je vous disais, c'est gros ce que je dis. Je pense que c'est bel et bien le cas. J'en ai toutes sortes de preuves dans l'histoire. Je me suis mis à rechercher dans l'histoire, j'ai fait une espèce de travail d'érudition pour essayer de trouver des traces archéologiques, littéraires, de tout ça dès les débuts de la civilisation. Et je suis tombé donc sur, par exemple, des choses assez étonnantes. Je vais remonter loin dans l'histoire à une civilisation dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été découverte tout récemment en 1994, en Turquie. Une civilisation qui ne figure pas dans tous les livres d'histoire qu'on a pu imprimer, publier, enseigner depuis des décennies. Cette civilisation s'appelle Göbekli Tepe. Donc c'est une civilisation toute nouvelle dont on n'avait jamais eu vent, jusqu'à ce qu'un berger, par hasard, découvre une espèce d'immense croix de pierre gigantesque. Donc c'est une civilisation dite mégalithique, à la même époque que Stone Age, à la même époque que la culture celtique, dans laquelle donc on a découvert, en fait ça se passe, c'est dans le nord-ouest de la Turquie, Göbekli Tepe. On a découvert une civilisation gigantesque, donc dont on n'avait jamais entendu parler. En fait, on se rend compte que la seule trace écrite dont on a à propos de Göbekli Tepe, c'est la Bible qui en parle, en disant qu'il y a une civilisation au nord des 5 fleuves, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la seule trace écrite qu'on a de quelqu'un qui parle de cette civilisation. Or, c'est un tumulus artificiel d'environ 300 mètres de haut, qui nous montre, les archéologues ont découvert une strate d'environ 8 cités les unes par-dessus les autres, qui se situe donc à l'époque où les humains n'avaient pas encore, on est 12 000 ans avant Jésus-Christ, n'avaient pas encore inventé l'agriculture, n'avaient pas encore, disons, commencé un culte monolithique, qui est encore un culte polythéiste, et ça contredit tous les schémas qu'on connaissait. Donc Göbekli Tepe est un exemple de culture polythéiste qui n'a pas encore passé à la culture agraire, à la culture sédentaire, que suppose ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la culture de l'âme. Donc Göbekli Tepe, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça nous montre une civilisation qui a complètement implosé.
Donc les causes, on est quand même assez avancé, c'est seulement depuis 1994 qu'on connaît cette... Mais il y a eu énormément de recherches, là. Ça a été une curiosité mondiale, là, ce nouveau site, cette nouvelle civilisation. On ne sait pas comment l'appeler, elle n'a toujours pas de nom d'ailleurs. Mais donc on est assez avancé pour savoir que c'est la première grande catastrophe écologique de l'histoire de l'humanité. C'est une civilisation qui a implosé à force d'avoir coupé tous ses arbres. Donc, tout le pourtour des villes était fait d'arbres. Et plus la population de Göbekli Tepe augmentait, plus on rasait les arbres et plus la ville devenait dominante, ce qui a créé le tumulus de 8 étages gigantesques qu'on peut voir aujourd'hui. Et cette civilisation, d'un seul coup, disparaît. Plus aucune trace. Et c'est la seule hypothèse qui reste pour expliquer cette disparition soudaine d'une civilisation si puissante, c'est le manque de ressources naturelles, le fait que la zone urbaine soit complètement asséchée. Donc Göbekli Tepe est intéressant à plus d'un égard. C'est une image de notre propre civilisation, 12 000 ans avant la catastrophe écologique qu'on est en train de vivre. Deuxième trace que j'ai trouvée, j'ai ouvert Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, qui est une épopée qui a été, dont les premiers, donc ça vient de la civilisation suméro-acadienne, donc c'est une épopée dont s'inspire énormément la culture gréco-romaine, mais aussi la culture hébraïque. Beaucoup d'épisodes bibliques empruntent des choses à Gilgamesh. Donc on est au 6e millénaire avant Jésus-Christ, les premiers fragments de Gilgamesh, mais la première version longue totale, 3e millénaire. Donc Gilgamesh est un héros, un roi, d'une ville qui s'appelle Uruk, qui a existé réellement, mais depuis c'est un roi mythique. Gilgamesh est un roi qui doit conquérir son peuple, parce que son peuple est en révolte, et qui pour cela donc doit se faire ami avec un certain Enkidu, qui est un homme sauvage, un homme animal, et qui va devenir son grand ami, son comparse, et ils vont effectuer toutes sortes d'épreuves qui vont réussir un peu à l'image d'Hercule. Hercule est une réincarnation, est une réécriture de Gilgamesh, donc le mythe d'Hercule dans la mythologie gréco-romaine. Et donc Gilgamesh, toutes sortes d'exploits, je vais insister sur une chose. Son premier exploit consiste en la chose suivante. C'est pas moi qui réinvente l'histoire, c'est écrit. Qu'est-ce qu'il doit faire pour conquérir son peuple? Raser la forêt de cèdre du Liban. Première épreuve de Gilgamesh. Donc, la culture, je vous disais, la culture occidentale présuppose la déforestation. C'est encore une autre preuve assez immense. Comment Gilgamesh parvient-il à conquérir l'immortalité? Il doit aller retrouver dans un marais la plante d'immortalité. Encore moi, c'est pas moi qui invente quoi que ce soit là, c'est les dieux qui lui disent, pour avoir une certaine prétention à quelque chose de plus qu'une vie humaine, tu dois trouver au fond du marécage une petite plante de rien du tout qui vit au fond de l'eau et que tu dois ramener dans ta cité pour que la prospérité y demeure. Évidemment, il va la ramener, mais elle va mourir dans sa ville, ce qui va faire en sorte que lui aussi va devenir mortel. Donc l'épopée de Gilgamesh, plusieurs variantes, mais dans son ensemble, commence avec la déforestation et se termine par la chute finale de Gilgamesh, parce qu'il est incapable de faire pousser la plante d'immortalité dans sa propre ville. Donc déjà, la première épopée, le premier grand texte littéraire de l'Occident, nous parle encore de cette question-là de la déforestation. Donc, Gilgamesh, ou Göbekli Tepe, 12 000 ans, 6 000 ans. On avance encore dans l'histoire, on va se rendre compte que toute la question de la civilisation occidentale est reliée aux forêts, aux arbres. C'est la thèse que j'essaie de défendre dans Splendeur au Beaubequet. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle la res publica, la chose publique, est liée directement à la possibilité que les hommes se rassemblent sur une place publique, dans l'Empire romain, dans l'Empire grec, que ce soit l'agora grecque ou le forum romain, cette fameuse res publica, qui est la chose publique, et notre civilisation, en fait, finalement, elle présuppose l'opposition entre la res publica et ce qu'on appelait en latin la res nullia, c'est-à-dire la chose nulle, ne pas être. C'est le premier nom des forêts. Les forêts, donc, se sont appelées au départ res nullius, donc l'endroit où l'on n'est rien, où l'on n'est pas, où on n'existe pas, où on n'est pas citoyen d'aucune cité, parce que la cité présuppose l'éradication des forêts.
Donc, dans la forêt, nous ne sommes personne. L'Occident romain s'est érigé dans cette structure-là. Donc, on oppose au locus amoenus, hein, le lieu luxuriant, le locus neminis, c'est encore dans les bucoliques de Virgile, que décidément j'aime beaucoup, le nemo, la personne, c'est-à-dire le fait de n'être personne. Et c'est là que l'absence de droit, l'absence de considération pour les arbres, c'est de là que ça vient. D'ailleurs, toute notre crise écologique vient d'aujourd'hui où les arbres n'ont aucun droit. On peut éradiquer n'importe quelle forêt sans aucune poursuite judiciaire. Ça vient, presque en tout cas, ça vient de cette sous-considération, déjà dès l'Empire romain, d'une forêt qui n'est pas considérée comme faisant partie du domaine public. Et c'est encore la grande erreur occidentale. On a vu ça avec la civilisation suméro-acadienne, déjà c'était le cas. Une chance que le Moyen-Âge a existé, parce que c'est de là que les mots forêt viennent, avec la foresta médiévale, c'est de là que la foresta vient. Et c'est la foresta, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le nom que le seigneur, le roi, se donnait. Il donnait à son domaine intouché, inviolé, vierge, pour la chasse. Donc, c'était la réserve de chasse des grands seigneurs, des grands princes. Seulement les très grands princes, pas la petite noblesse, vraiment seulement les très grands princes avaient des forestas. C'était considéré comme un signe de très grande richesse. Et c'est ce qui a permis la préservation de la majorité des grandes forêts européennes. C'est grâce aux grands seigneurs que la forêt noire en Allemagne a pu être préservée, que la forêt du Limousin, qui est sans doute la forêt la plus ancienne d'Europe, a pu tenir encore debout aujourd'hui, ce qu'on appelle le pays vert, hein, le Limousin que j'aime tellement. Donc, un des plus beaux endroits en Europe, moi, c'est pas Paris qui m'intéresse, c'est la forêt du Limousin. Donc, voilà. Cette foresta médiévale, on la voit dans la littérature un peu partout. C'est le lieu, par exemple, que vont choisir d'investiguer Tristan et Iseult dans le roman Courtois, n'est-ce pas? Donc, Tristan et Iseult, pour vivre leur passion, ils vont tout simplement fuir la cour du roi Marc, ils vont fuir les grandes cours européennes et ils vont aller vivre dans un lieu où personne n'est quoi que ce soit autre que des pulsions sans nom, des pulsions, décousues, sans queue ni tête, une sorte d'état animal presque, ou en tout cas décousu de la vie humaine. C'est toute la passion désordonnée qui unit Tristan et Iseult peut se donner cours seulement en dehors de la cité des hommes, en dehors de la cour, dans ce lieu sans nom de la forêt. Dans Macbeth de Shakespeare, un petit peu plus tard, je ne sais pas si vous vous rappelez de Macbeth, cette grande tragédie de Shakespeare. On dit que Macbeth, donc, il devient un tyran à la cour de Dunsinane. Il devient un tyran qui ne peut périr, qui est immortel parce qu'il est né d'aucune femme, du ventre d'aucune femme. Mais la prophétie donc, qui l'avait fait immortel, Macbeth, avait aussi ajouté que la seule chose qui pourrait faire périr Macbeth, ça aurait été non pas simplement que quelqu'un qui lui aussi serait né du ventre d'aucune femme se batte avec lui, mais surtout que la forêt de Dunsinane monte sur son château et l'engloutisse. Or, c'est ce qui se produit à la toute fin de Macbeth, hein, quand les soldats de l'armée anglaise viennent l'enserrer, ils se camouflent avec des arbres. Hein. Donc on l'oublie toujours. On pense toujours aux sorcières de Macbeth, on oublie toujours que c'est la forêt, le grand drame de Macbeth. Donc les soldats se prennent des petits arbrisseaux, ils se camouflent, et il y a toute une armée qui avance sur Dunsinane, qui avance littéralement, qui avance avec les jambes des soldats, comme la prophétie l'avait dit au départ, et c'est ce qui cause la perte de Macbeth, donc le retour de la forêt sur le domaine seigneurial. Donc, toutes sortes dans l'histoire, donc toutes sortes de manifestations de cet étrange rapport, un rapport presque magique, un peu superstitieux à la forêt, comme si c'était le lieu du monde profane à l'extérieur du monde sacré. Et comment on a fait pour détruire tout ce rapport-là? Je pense que la grande catastrophe commence avec le 16e siècle, avec l'humanisme. Avec l'humanisme renaissant, donc, qui a créé toutes sortes de choses extrêmement positives, mais du point de vue écologique, c'est une grande catastrophe. Pourquoi? Parce que
c'est à partir du moment où l'homme considère qu'il est le centre de l'univers et que toutes les ressources naturelles doivent être données à sa souveraineté, que toute la base philosophique et ontologique qui avait été posée depuis Gilgamesh, depuis Göbekli Tepe, c'est là que ça devient enclenché dans le monde réel. Ce n'est plus seulement une idéologie, ça devient une chose effective. Donc l'humanisme, c'est pas seulement une idéologie philosophique, c'est aussi un grave problème écologique. C'est un grave problème quand Descartes, dont Gérald parlait tout à l'heure, dit que les ressources naturelles doivent être données à l'homme, qui, dans le discours de la méthode, que l'homme doit être comme maître et possesseur de la nature, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un grave problème. C'est le fondement de la pensée philosophique moderne qui donne à l'homme une position centrale et c'est ce qui se produit tous les jours, hein, chaque matin qu'on se lève, toutes les ressources naturelles sont littéralement pompées vers l'homme. Littéralement, on dit même aujourd'hui, on est quand même capable de calculer à quel moment de l'année on dépasse le crédit écologique, tellement on pompe toutes les ressources en eau, en semaison, tout ce que la Terre peut produire pour nourrir l'humanité. On est rendu au mois de novembre là, à une humanité et demie. Hein, d'accord? On a dépassé une humanité au complet dans ce que la Terre produit de ressources en un an pour se rendre. Donc l'humanisme devient le moment où les arbres, toute la culture passive qui était celle des grandes forêts, des domaines seigneuriaux médiévaux, l'humanisme, c'est le moment où tout à coup on perd cette passivité, où l'activité humaine devient dominante et où déjà on peut entrevoir le boulevard Jacques-Cartier se resserrer à Sherbrooke autour de la petite forêt du Bois-Beckett qui devient bien seule à travers toute cette domination immense des grandes industries. On peut penser aussi, plus proche de nous, là, à l'arrivée des Européens sur le sol qui vont détruire tout le rapport que les Amérindiens entretenaient aux arbres. Un des premiers textes qu'on ait de notre présence européenne ici sur le sol nord-américain, dans les relations de quartier, le rapport aux arbres est très très étrange. Hein. Vous vous souvenez que c'est grâce au savoir amérindien que Cartier réussit à vaincre le scorbut, n'est-ce pas? On s'est questionné très très longtemps sur l'origine de ce fameux arbre de vie qu'on trouve dans la deuxième relation de Cartier, qui va permettre aux compagnons de Cartier de passer le premier hiver. C'est les Amérindiens, évidemment. Ce sont les Atikamekw qui ont donné aux Français la clé de cette médecine. C'est une chose intéressante d'ailleurs, c'est Jacques Mathieu, un chercheur de Trois-Rivières, hein, qui a découvert en fait que tout le monde pense que c'est le cèdre blanc. Tout le monde, on récite ça comme des âmes depuis des années. Jacques Mathieu, je vais aller sur le terrain, je vais aller parler aux Atikamekw eux-mêmes. Et c'est pas du tout le cèdre blanc, ça n'a aucun rapport. Le cèdre blanc, d'ailleurs, vous décomposez chimiquement ses propriétés. Il n'y a rien qui permet de vaincre le scorbut dans le cèdre blanc, c'est pas ça du tout. En fait, la réponse est beaucoup plus simple que ça. Le fameux anéda qu'on trouve dans les relations de quartier, c'est tout simplement le sapin baumier, c'est le sapin de Noël. C'est tout simplement le sapin de Noël. Donc la gomme de sapin baumier permet de vaincre à peu près toutes les maladies de l'hiver québécois. Donc pourquoi? Parce qu'il est hyper riche en vitamine C, parce qu'il contient à peu près tous les antioxydants nécessaires. Et les Amérindiens savaient ça de sources millénaires. Donc la présence des Blancs, non seulement a fait une éradication des forêts, mais du savoir qui venait avec les forêts. Et on trouve ça déjà dès le premier texte. Et on pourrait se rendre extrêmement loin donc dans l'histoire de la négation du savoir de la médecine holistique amérindienne qui avait quand même réussi à survivre sans nous pendant des millénaires, hein, sans qu'on y mette les pieds. Une chose que j'aimerais souligner, simplement, je voudrais ne pas le passer sous silence, c'est toute la sagesse qui est derrière le végétal qui nous échappe. C'est pas seulement la médecine amérindienne, c'est pas seulement la capacité de croître, c'est aussi ce que je vais appeler la neutralité du végétal. Donc, il y a dans l'arbre, dans la présence d'un arbre au quotidien, il y a beaucoup plus que ce que les Américains appellent une green therapy. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment, la green therapy. Hein. C'est-à-dire, on va marcher dans le bois, on va essayer de se ressourcer. Il y a une forme d'oxygénation de la pensée, du corps qui est derrière tout ça. Et moi, je pense que, bon, c'est bien, c'est réel, il y a une oxygénation
du cerveau, probablement des cellules nerveuses, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a le contact avec une capacité d'exister, de croître, de faire croître, malgré toutes les catastrophes possibles et inimaginables, dans une pure neutralité d'existence, qui est peut-être la clé du bonheur sur Terre. J'y vais avec ce grand thème. Je pense toujours à cette espèce que je trouve superbe visuellement d'abord, qui est le Ginkgo biloba. Je ne sais pas si vous connaissez, donc une tisane qui était très à la mode il y a 10 ans, plus personne ne prend ça maintenant, les modes passent tellement vite, mais c'est un superbe arbre. C'est un arbre absolument magnifique qui vient du Pléistocène. Donc c'est un des plus vieux organismes vivant sur Terre. Et cet arbre-là a survécu à Nagasaki. Donc la bombe atomique n'a même pas réussi à mettre à bas. Donc il est résistant, c'est incroyable, d'une capacité de résilience absolument superbe. Et ça pousse, ça croît donc de quelques millimètres par année. Donc ce sont des arbres qui vivent extrêmement vieux et qui en automne, en passant, ont un feuillage orangé, fluo, absolument hallucinant. On dirait que ça vient d'une autre planète. C'est très, très beau comme arbre. C'est superbe. Et la forme triangulaire des feuilles, une forme triangulaire un peu chaloupée, c'est un plaisir pour l'œil. Mais c'est aussi, comment dire, le ginkgo et toute cette sorte d'arbres, en fait, je les aime tous, ils ont une sagesse. Ils ont une sagesse dans leur croissance, dans la manière dont ils poussent, dans la manière dont ils sont présents. Parce que les arbres, c'est une présence, ça existe, c'est une certaine manière d'être. Et j'irais jusqu'à dire que dans le recueillement, dans toutes les idioties, les bêtises que les humains peuvent dire et peuvent faire, ils partagent malgré tout au centre, dans une sorte, un lieu d'homéostasie, un lieu, c'est-à-dire où il y a un certain calme intérieur qui peut se produire à la manière du sous-sol d'un océan. Il y a un rapport avec le végétal qui peut se croire. Donc, c'est pas seulement l'oxygénation qui est la green therapy, c'est apprendre à être de manière neutre, dans une pure neutralité d'être. Ce serait, par exemple, ce que le philosophe Jean-Jacques Rousseau découvre dans la dernière partie de sa vie. Tout le monde parle de Rousseau à cause du contrat social, à cause de les revenus du promeneur solitaire. Bon, c'est très bien tout ça, mais pour moi, la partie centrale de Rousseau, c'est la toute dernière. Là où il se met à herboriser dans l'île Saint-Pierre, là où il se met à oublier toutes ses théories pour aller rencontrer tel feuillage, décrire telle comment dire, déclinaison de la lumière sur son arbrisseau préféré, où ses promenades varient en fonction des espèces qu'il cherche sur sa petite île où il est tout seul, et où il fait simplement faire des croquis. Les derniers croquis de Jean-Jacques Rousseau, c'est super, c'est le sommet de son œuvre, à mon humble avis. Il n'y a pas un texte. C'est des dessins, des petites notes, des mots, des fragments qu'il laisse. Je pense que c'est là où il a réussi à atteindre un certain sens à la présence sur Terre, en se rapprochant le plus possible du végétal, en se taisant, en fait, en laissant toute la place à cette grande comment dire, puissance qui est la manière d'être. Sylvia Plath, une autre des auteurs que j'aime beaucoup, une auteure américaine, donc qui a vécu dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, elle était fascinée. Vous savez qu'elle a terminé sa vie en se suicidant. Elle a eu 2 enfants et ça ne l'a pas empêché de se suicider. Elle était extrêmement dépressive. C'est quelqu'un qui a vécu une vie infernale, quelqu'un qui a eu une vie extrêmement dure. Et elle attribuait à la toute fin de sa vie l'échec de sa vie au fait qu'elle avait quitté les arbres de son enfance. Donc elle avait vécu en Angleterre avec son amant et mari et père de ses enfants, donc un très grand poète, Ted Hughes, qui avait écrit un recueil du Musée du temps, le Raven in the Rain, c'est un des très grands recueils de la poésie anglaise du 20e siècle. Mais Sylvia Plath est encore plus grande, avec Arbres en hiver. Donc Sylvia Plath est extraordinaire, je l'aime vraiment d'amour, comme on peut aimer un auteur. Mais elle a écrit ses plus beaux textes sur les arbres. Elle termine sa vie, ce sont ses derniers textes. Elle se rappelle les arbres de son enfance en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire la forêt appalachienne que nous on connaît par cœur, dans laquelle nous sommes de toute la culture du Saint-Laurent et de la mer de Champlain, on connaît ça par cœur. Donc elle se rappelle ces arbres-là, et c'est ce qui lui fait écrire son dernier recueil, Arbres en hiver, où elle imagine donc la grande capacité des arbres à se reproduire sans aucun effort, à se reproduire sans sexualité, à se reproduire sans nécessité de blabla, sans avoir besoin de parler, sans avoir besoin de faire une quelconque des simagrées,
en ayant une pure coïncidence avec le sol, avec une semaison qui se fait toute seule, avec une impersonnalité heureuse, une réconciliation avec la terre. Donc, Sylvia Plath se pose même la question, et si c'était eux qui avaient le véritable sens, le secret de la vie sur Terre? Donc, toute ma conférence avait pour titre « Ce qui se cache au cœur de la forêt ». Avec Sylvia Plath, je pense que ce qui se cache au cœur de la forêt, c'est ça, c'est la présence, c'est le sens de la présence sur Terre. Et ce sont les arbres qui en détiennent le secret très très énigmatique, mais comme tout secret a rapport à la sécrétion, n'est-ce pas? On peut dire même que c'est le sens de la reproduction sur Terre, le sens du pourquoi nous faisons tout ça, pourquoi on fait des enfants, pourquoi on continue à les élever, pourquoi on continue à avoir une certaine culture, pourquoi on veut faire des conférences, recevoir des gens. Tout ça, ça n'aurait aucun sens, je pense, s'il n'y avait pas cette intrication profonde au monde du végétal. Donc, l'avenir de l'homme, c'est un arbre, n'est-ce pas? Je vais terminer, c'est pas la femme, c'est pas, même si c'est une très belle chose que cette idée que l'avenir de l'homme, ce soit la femme, mais je pense qu'au-delà de ça, l'avenir des humains tout court, je pense, c'est le monde du végétal. Je vais terminer donc en vous parlant d'une chose assez connue qui ne lasse pas de me fasciner. L'énigme de la présence sur Terre, je pense, taraude quiconque se questionne sur la forêt. Et ça me pousse, moi, étrangement, à faire toutes sortes d'investigations du côté de l'astrophysique. Ces temps-ci, je lis beaucoup d'astrophysique parce que je me rends compte qu'au fond, cette interrogation sur la forêt m'amène à des considérations biologiques. D'où vient l'origine de la vie? En fait, d'où venons-nous comme molécules de carbone accouplées? On n'a aucune espèce d'idée de cette... Les scientifiques n'ont toujours pas de réponse à cette question de comment se fait-il que les molécules de carbone qui ont créé tout le vivant, y compris la vie microbienne jusqu'aux organismes plus complexes que nous sommes, on ne sait toujours pas comment le carbone a fait pour se rédupliquer lui-même. On sait que quand le carbone a été créé, on sait que l'univers a 13,4 milliards d'années, très exactement, et on sait que le carbone arrive environ au 5e millénaire, à peu près, dans tout ça, 5e milliard, pardon. Et donc, la Terre ayant 4,5 milliards d'années, on sait quand ça s'est produit, mais on ne sait pas comment, et ça risque de demeurer une énigme assez lointaine. Et ce qui a fait dire à un grand savant qui s'appelle Fermi, que vous connaissez peut-être, donc, qui a énoncé un paradoxe hyper célèbre en astrophysique qui s'appelle le paradoxe de Fermi, qui va comme suit. Comment se fait-il, si on sait où le carbone a été créé, quand il a été créé, comment ça s'est déposé dans l'univers, mais on ne sait pas comment ça s'est rédupliqué pour créer la vie, comment se fait-il que s'il y a autant de carbone dans l'univers et de molécules d'oxygène, comment se fait-il que nous soyons encore seuls? Comment se fait-il? C'est pas possible. Où sont-ils? Où sont-ils les autres civilisations? Où sont-ils les autres êtres ou les autres civilisations? Où sont-elles celles qui devraient être là? Si notre vision des choses est juste, ça devrait pulluler, il devrait y en avoir des milliards. Parce que si on sait que la seule manière de créer de la vie, c'est la réduplication des molécules de carbone, on est capable de dire, sur Mars, il y en a eu, sur Europe, donc un satellite de Jupiter, il y a de l'eau, on sait qu'il y a du carbone, on sait même qu'il y a du méthane, donc qui est le combustible que les êtres vivants créent, qui sent si mauvais, qui est en train de dégeler dans le pergélisol de l'Arctique. Comment se fait-il donc que nous soyons seuls? Comment se fait-il qu'on soit toujours aussi esselés? Et la réponse est peut-être la suivante, c'est que nous cherchons, en tout cas, je lance ça comme hypothèse, on cherche des êtres qui nous ressemblent, on cherche une présence qui appartiendrait au règne du monde complexe, multicellulaire, tel que nous le connaissons. Or, si on se penche, n'importe quel biologiste va vous dire, en réalité, nous sommes extrêmement peu de choses, pas seulement du point de vue de la durée, du point de vue de l'espace, mais du point de vue biologique, nous sommes presque rien, qu'un souffle, qu'un pli dans le monde des organismes, parce que 99% des êtres qui existent sur Terre sont des êtres monocellulaires, bactériologiques, et qui laissent place à l'occasion à du végétal. Donc, les algues, par exemple, sont des êtres monocellulaires, les premiers êtres monocellulaires qui ont été créés. Il paraît que c'est autour de l'Australie qu'on en a encore des traces.
Et donc peut-être qu'il faudrait chercher du côté des organismes végétaux premiers, monocellulaires. À ce moment-là, peut-être qu'effectivement, là, le paradoxe de Fermi pourrait se résoudre. C'est-à-dire que, au fond, nous sommes une aberration. Et je termine là-dessus. Malgré de Retiro à New York, Central Park et Montréal, donc les Parcs de Fontaine, tout ça, c'est toujours magnifique. Mais vous avez parlé du danger de la ville, du fait que la ville éloignait la forêt, mais vous savez très bien, puisqu'on en a parlé un petit peu tantôt, il y a aussi l'idée de sortir de la forêt. La civilisation, c'est aussi non pas retourner à la forêt, mais c'est aussi sortir de la forêt. Il y a Vico, par exemple, Giambattista Vico, dont on a parlé tantôt, qui a raconté son histoire de géant, qui devait, pour arriver à l'idée, arriver aux lumières, arriver à la pensée, sortir de la forêt, justement, sortir du monde sauvage. Ils ont Anthony de Maillet, je pense, une autre référence, qui a parlé de 100 ans dans les bois, puis à un moment donné, il fallait sortir des. Il parlait évidemment de l'histoire acadienne, sortir des bois, parce que dans les bois, on est allé se réfugier, mais c'est une malédiction maintenant, alors il fallait en sortir pour, dans le fond, se libérer. Alors, comment interprétez-vous dans ce mouvement-là de l'imaginaire qui ne va pas non plus à l'intérieur des forêts, mais qui sent le besoin de s'en éloigner? Quelle belle question. Ça va être un plaisir de rebondir là-dessus. Moi, je pense que les forêts sont, j'essaie de le dire d'une formule vraiment succincte, les forêts, c'est une réserve spirituelle. Les forêts, dans l'histoire de l'Occident, c'est pas juste Robin Hood, hein, c'est pas juste Robin des Bois qui sortait de l'espace social pour entrer dans l'espace forestier, pour rétablir la justice. C'est pas juste ça. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, quel a été en France, et même en Allemagne d'ailleurs aussi, le réflexe des miliciens, c'est de prendre le maquis, de retourner à la forêt, n'est-ce pas? Il y a eu effectivement pour les Acadiens qui ont refusé la déportation en 1755. Ceux qui ne voulaient pas aller à la guerre, effectivement, on prend le bois. Donc la forêt est toujours là comme une espèce de réserve des exclus. Hein? Une réserve, je dirais, je vais pousser la chose un peu plus loin, je dirais même si la forêt est considérée comme un espace profane, comme je l'ai dit dans ma démonstration, cet espace profane-là peut se retourner dans certaines circonstances exceptionnelles en espace sacré. La civilisation occidentale a créé du sacré plane, d'accord? Plane avec la planité des villes, c'est essentiel. Il faut faire table rase, il faut faire la fameuse tabula rasa pour que la civilisation existe, mais en même temps, ça a fait en sorte qu'un certain sens du sacré s'est dispersé à l'extérieur des villes. Et la forêt, de temps en temps, la récupère. Donc, les signes s'inversent à l'occasion. Et moi, je pense que le grand défi de notre époque, c'est de retrouver ça. Et c'est pas évident. C'est-à-dire de retrouver une forme de spiritualité végétale. Je vais jusque-là. Je pense que le fait qu'on ait perdu la religion, bon, tout ce que ça peut impliquer, etc., de manque de sens à nos vies, de difficulté à vivre la vie moderne, même post-moderne, etc. Bon, on a joué beaucoup de violon là-dessus, on a usé pas mal de lyres et de cordes. Moi, j'ai l'impression qu'on perdrait moins de temps et d'énergie à se tourner vers ce qu'on s'est évertué à éradiquer, à savoir la présence massive du végétal qui côtoyait nos corps pendant des millénaires. Nos peaux se sont créées à force de côtoyer la rugosité des écorces. Nous sommes des bêtes forestières d'abord et avant tout. Hein. On est des êtres qui avons vécu, donc l'Homo sapiens existe depuis environ 200 000 ans, qu'on est sorti de la Rift Valley en Afrique et qu'on a essaimé un peu partout à travers le monde. Cette espèce s'est créée dans le côtoiement des forêts. Le sentiment du manque, le sentiment de la perte du sens, je pense que ce n'est pas simplement dû au fait que la religion s'est effondrée. Ça, c'est disons, un cycle court. Un cycle plus large des choses, c'est le fait que nous avons éradiqué les forêts depuis 2000-2500 ans à peu près, et que nous vivons dans des espaces totalement déconnectés du rapport au végétal. Nous sommes beaucoup plus végétaux qu'on veut bien le penser. Je dirais même notre cœur qui bat
bat très peu de manière animale. L'esprit, la conscience est beaucoup plus végétale qu'animale. Il y a une sorte d'homéostasie qui convient beaucoup plus à la pérennité, au calme des cercles concentriques du cœur d'un arbre qui se forment peu à peu avec les saisons. Il y a une certaine forme de stoïcisme et de sagesse et de grand sens qui est là. Donc c'est là le rapport à la forêt, le rapport à cette forme de sacré très étrange, hein, qui est un sacré totalement sauvage. Pour le coup, ça ne peut pas être plus sauvage que ça. Vous voulez poser une question? Vous voulez poser une question? C'est pas un geste... Ok, vas-y. Ce que je pense, c'est que dans les là, Ben, On n'a pas compris. les gens n'ont pas compris. Là, mettez le micro plus proche. Ce que je pense, c'est que les hommes ne peuvent pas être heureux sans la nature. Oui, en gros, je pense que vous résumez très bien l'idée. Parce que même être heureux, mais bon, cette question-là, bon, ça peut nous amener loin, là, mais je pense que personnellement, je pense que c'est un leurre monumental, que cette idéologie du bonheur, je pense que c'est même devenu une certaine forme de dictature, hein, du fait d'être heureux. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'être heureux? Pardon, serein, voilà. C'est serein, en harmonie, en fusion, ou en tout cas, moi, j'irais même jusqu'à dire que dans la fabuleuse ignorance des plantes qui savent pertinemment, sans savoir ce que Sylvia Plath admire tellement chez les végétaux, il y a une forme de coïncidence, j'aime mieux l'idée parce qu'il y a une forme de durée dans la coïncidence, il y a une forme de coïncidence plus nette avec le fait d'être sur Terre. L'idée d'être heureux, c'est sans doute ce qui nous rend malheureux. Hein. C'est sans doute... pardon? Oui, c'est sans doute ça qui nous l'enlève. Hein. Donc, comme toujours, les êtres paradoxaux que nous sommes, on aime bien jouer à cache-cache avec nous-mêmes. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on a, ce qu'on veut pas, c'est ce qui nous manque, etc. Donc, on inverse tout le temps les choses comme ça. Alors que les végétaux ne font pas ça. Les animaux, d'ailleurs, jouent un peu ce jeu-là. Hein. On est très animaux. Les hordes de loups avec la domination du mâle, etc. Toutes ces formes hiérarchiques-là que toutes les formes de vivants un peu complexes connaissent, ce genre de choses, c'est d'un ennui mortel, c'est le cas de le dire. Alors que les végétaux se reproduisent, pensent, parce qu'ils pensent, hein, et ils dorment, même ça c'est fabuleux, on vient de découvrir ça, les végétaux dorment. C'est-à-dire que si vous prenez une image fixe d'un arbre pendant la nuit, ses branches s'affaissent. C'est incroyable, c'est une découverte toute récente, c'est 2014. Donc on vient de découvrir que les arbres ont un rythme, ça s'explique tout simplement par l'héliotropisme, la lumière descendant, ben, les branches sont moins attirées vers les hauteurs, donc ça respire. Donc les arbres ont une vie, ils ont une certaine forme d'alternance, de respiration qui n'en ont rien à cirer d'être heureux ou de ne pas être heureux. Cette question-là, en fait, c'est pas une question. C'est eux qui ont le secret. C'est la grande spiritualité. Et écoutez, ce que je dis là n'a absolument rien de révolutionnaire. Toutes les grandes cultures islandaises, les Vikings, pour eux, la divinité, c'était un arbre. C'était Yggdrasil. Yggdrasil, c'est un arbre. La culture celtique connaît la spiritualité du végétal bien avant que toutes les formes gréco-romaines s'en emparent. Beaucoup de cultures africaines, les Dogons, ont fait du baobab la spiritualité par excellence, par exemple, là, qui est un arbre absolument magnifique, le baobab. Donc, le sens profond de l'existence sur Terre, je pense que c'est les végétaux qui l'ont. C'est certainement pas les formes animales. Voilà. Écoutez, je ne peux qu'admirer votre passion. Je trouve que vous êtes une intensité contagieuse. Cependant, je mettrais un petit bémol à la passion, justement, en disant qu'elle peut être à la limite aussi une piège qui amoindrit un petit peu la rationalité, je dirais, qui devrait un peu nous animer quand on se trouve devant des phénomènes tels que vous les évoquez. Ce que je voulais dire dans les faits, c'est que cette apologie, c'est un éloge absolument démesuré à la nature, avec laquelle je me sens dans une
relation très étroite. Cependant, je n'irai pas aussi loin pour lui prêter des vertus pratiquement panthéistes, animistes, spiritualistes. Je dirais même qu'à vous entendre parler, on serait une espèce inférieure. Je le pense. Absolument ça. Et moi, je ne le pense pas. C'est la différence. Cependant, ce que je voulais souligner, parce que je fais partie de ceux, je ne sais pas s'il y en a beaucoup par vous, qui a beaucoup arpenté, fréquenté le droit Beckett. Parce que c'était ça le votre sujet. J'ai vécu 2 ans à Sherbrooke, sur la rue du Québec, justement, pas loin du droit Beckett. Oui. Et c'était effectivement l'endroit que je préférais dans toute la ville de Sherbrooke. Suite à je travaillais à Drummondville à l'époque, alors je restais à Sherbrooke. Alors c'était effectivement la pause de recueillement, c'était la pause de bien-être absolu que je pouvais éprouver quand j'arrivais de mon travail, prendre ces sentiers un peu sauvages, puis éprouver vraiment un sentiment, là je veux faire aussi dans l'exagération un peu, là, comme sentiment océanique de l'existence. Tiens donc. On peut éprouver probablement devant la nature. C'est d'une grande beauté, cet endroit-là. Et c'est peut-être un de mes grands regrets qui m'anime d'avoir quitté la ville de Sherbrooke après 2 ans. Parce que je l'ai effectivement adoré. Oui. Je vois très très bien ce dont vous parlez, le sentiment océanique, j'adore l'expression. Oui. Mais c'est étrange d'employer un terme marin. Ouais, marin pour parler d'une forêt, c'est quand même assez puissant. Mais je veux juste rebondir là-dessus. Oui, je pense que les animaux ont beaucoup pitié de nous et que les végétaux ont encore plus pitié des formes animales que nous sommes. L'homme s'est érigé en maître et possesseur de la nature, puis avec tout ce qu'on sait, comment dire, les humains sont de très très bons fabricants, hein, ce sont des homo faber, ce sont de très mauvais préservateurs du sens des choses. Donc on fuit partout. Nous sommes des êtres profondément imparfaits et très très peu aptes à conserver la vie, à la transmettre, mais pas à la conserver. On est des êtres extrêmement destructeurs. Et d'ailleurs, c'est très étrange. Si vous regardez la manière dont l'évolution s'est faite sur Terre, il y a très très peu de chances que la branche dont nous sommes issus ait une quelconque, je ne veux pas être pessimiste, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais il y a très peu de chances qu'elle ait un quelconque avenir en termes de millions d'années. Pour la simple et bonne raison que vous voyez le filon génétique qui s'est développé, c'est la branche des grands singes. Et la branche des grands singes, c'est une espèce intelligente. C'est une espèce intelligente parmi d'autres. Vous savez, pour créer, les biologistes savent très bien que pour créer de l'intelligence, ça prend 3 choses. Ça prend d'abord un cerveau, ça prend des mains et un langage. Donc, ces 3 choses-là, on a découvert qu'on pensait jadis, il y a encore 100 ans, que l'homme était la seule espèce sur Terre à posséder ces 3 choses-là. On sait très bien aujourd'hui que c'est totalement faux. Première des choses, on s'est rendu compte que la pieuvre a un cerveau hyper développé. Deuxièmement, elle a 8 bras, elle en a plus qu'il en faut. Et en plus, elle a un langage. La pieuvre est un des animaux marins les plus intelligents. Il se pourrait fort bien que si un jour, comme c'est arrivé plein de fois dans l'histoire de la Terre, que des animaux dominants disparaissent, pourquoi pas la pieuvre? Mais il y a plus surprenant que ça. Les biologistes ont découvert que l'espèce la plus intelligente, vous allez dire tout le monde, si je vous pose la question, vous allez dire l'espèce la plus intelligente sur Terre à part l'homme, ça va être, tout le monde va dire, le chimpanzé, quelque chose comme ça, 99% du filon génétique. Or, c'est faux. L'espèce la plus intelligente sur Terre, après l'homme, c'est-à-dire celle qui est capable de résoudre le plus de questions, c'est le corbeau. C'est le corbeau. Le corbeau est un être suprêmement intelligent, capable de comprendre une alternance entre les lumières rouges et les lumières vertes de la circulation humaine. C'est absolument stupéfiant. Donc, la seule chose qui manque au corbeau, ce sont des membres développés, mais il est capable de jouer avec ses pattes
capable de jouer toutes sortes de rudiments de langage, d'exécution très très complexes. Hein, donc des chaînes d'exécution. On pensait qu'il y avait seul l'humain ou le chimpanzé qui était capable de faire ça, ou les grands singes comme le bonobos, le gorille ou l'orang-outan. Le corbeau en est capable. C'est-à-dire, par exemple, pour avoir de la nourriture, taper sur une branche qui fait ouvrir tel contenant dans lequel il y a une nourriture. La chaîne de raisonnement, le corbeau en est capable. Donc, c'est complètement stupéfiant. Et ça, c'est dû au fait que c'est un être qui a une capacité crânienne démesurée par rapport au volume de son corps. Donc, c'est un des animaux qui a le cerveau le plus développé. Et il a un langage extrêmement précis, extrêmement mobile, fluide, développé, tellement qu'il y a des études sur les accents des corbeaux. Donc, d'une ville à l'autre, un corbeau a un accent différent. Les corneilles sont moins développées, les corbeaux le sont. Et il se pourrait fort bien, encore une fois, si on laisse la place, si l'homme venait à disparaître du jour au lendemain, que certaines espèces prennent le dessus et qui nous soient largement supérieures, plus aptes à conserver la vie. Nous sommes des singes agressifs. Mais je gage que ce corbeau, il ne peut pas donner une conférence si passionnante que la Peut-être, c'est gentil, merci. mais moi, ça me désespère à chaque fois de voir. Il y a tellement de choses énormes, il y a tellement de choses belles en l'homme, en l'humanité, mais tellement plus de désespérantes. C'est malheureux, mais je pense, oui, que nous sommes une espèce inférieure. Ouais. Oui. Merci, Étienne. Je vais faire l'effort de vous voyer, comme Gérard. Une question puis un commentaire peut-être. Est-ce que la position que vous apportez, la réflexion sur la forêt, c'est une position qu'on peut tenir maintenant dans une espèce de vague dialectique, là, si on se reporte peut-être pour faire suite à ce que Gérald vous disiez tout à l'heure, si on n'avait pas quitté la forêt, on ne pourrait pas s'en ennuyer. C'est peut-être qu'on aurait un autre discours qu'on devrait en sortir de la forêt. Donc, est-ce que dans un côté méta, c'est parce qu'on en est sorti qu'on peut vouloir la revaloriser? Là? Si on était entouré de la forêt, il y aurait comme autre chose là, dans l'absolu. Puis, l'autre, c'est peut-être un commentaire quand on parlait du bonheur, ça me faisait penser à une lecture que je fais en parallèle. Je ne suis vraiment pas spécialiste de la pensée chinoise. Il y en a peut-être parmi vous, c'est pas le micro-monde. La pensée chinoise. Donc, je ne suis pas spécialiste de la pensée chinoise, mais je trouvais un écho tantôt à ce qu'on disait. Il y a un livre de François Julien qui s'appelle Nourrir sa vie à l'écart du bonheur. Puis qui s'inspire donc, qui fait en fait un saut, c'est un expert de la pensée chinoise, qui explique justement comment, de notre point de vue d'occidentaux, c'est difficile à comprendre, ça, le situer à l'écart de cette espèce de quête de bonheur-là. Puis finalement, les mots-clés dont il fait mention en s'inspirant de la pensée chinoise me fait penser peut-être de l'ordre du végétal. Il parle du souffle. Donc, juste l'idée de la vie longue, le souffle, c'est pas tant loin de l'arbre quand on y pense. Ça, c'était un commentaire. Mais peut-être par rapport à la dialectique, c'était Ouais. C'est vrai que, encore une fois, la forêt, dans cette idée dialectique-là, je pense que c'est parfaitement juste. On est encore en train de désirer ce qu'on a perdu, comme des imbéciles. Encore et toujours, est-ce que ce serait possible de désirer ce qu'on a déjà? Ça serait fantastique, hein, notre rapport au monde en serait résolu, mais non, on désire toujours ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. Hein, depuis Platon, on sait déjà tout ça. C'est Poros et Peña, donc le manque et la plénitude se jouent de nous sans arrêt comme ça. Puis la forêt fait partie de ce qu'on a perdu, donc on se met à la désirer. Puis la mode est effectivement au vert. Hein. Alors, l'historien des couleurs, Michel Pastoureau, disait que la couleur verte n'a jamais été aussi populaire que dans les dernières décennies. Mais oui, la couleur verte est une couleur maudite depuis que l'homme est homme. Le vert, c'est la couleur des martiens, c'est la couleur des monstres, des sorcières, de tout ce que vous voulez dans l'histoire. Et là, tout à coup, la couleur verte est devenue, c'est la couleur du mal, hein, c'est la couleur maudite. Et là, tout à coup, la couleur verte est redevenue depuis les années 60-70. Oui, donc, elle est devenue une couleur qui, dans toutes les enquêtes d'opinion, se classe toujours première, et même au-dessus du bleu, il faut le faire. Au-dessus, le bleu est toujours la couleur préférée de l'ensemble des citoyens occidentaux. On a toujours eu un prix favorable envers le bleu.
Et tout à coup, c'est le verre qui a pris le dessus. Effectivement, cette dialectique-là, et ça me fait craindre, ça me fait craindre ce que tu dis, parce que ça voudrait dire que même la forêt n'échappe pas à notre dialectique du désir, parce que c'est du désir dans les questions, dans ce que tu dis, puis c'est malheureux, mais on est des êtres désirants avec tout ce que ça implique, et c'est ça notre grande faiblesse. C'est ça qui fait qu'on est une espèce inférieure, je pense. Finalement, ben oui, c'est ça, parce que si on pouvait se reproduire comme des Bernard l'ermite, déjà, ça irait mieux. Déjà, les vers, j'envie beaucoup les vers de terre qui réussissent à s'auto-reproduire, ou encore les escargots qui se reproduisent par la parthénogenèse. Donc, les escargots, c'est fantastique parce qu'ils ont les deux sexes en même temps, et selon la circonstance, ils peuvent même, c'est des transgenres à l'état pur, ils peuvent même changer d'orientation en fonction de la température de l'eau. Donc, c'est assez extraordinaire. Et c'est quand la température est au bon degré que, oups, ils changent de sexe et ils s'auto-engendrent. C'est ce qu'on appelle la parthénogenèse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'un compagnon d'un sexe différent. Donc, ça, c'est une manière de se reproduire déjà qui a un peu plus de sens, qui implique moins de guerre, de destruction, de sentiments de manque, qui implique moins comment dire, de toute la bêtise à l'état monumental de civilisation qu'on a érigé comme façon de vivre. Voilà. Donc, oui, ça vous fait rire. C'est cool comme. Oui. C'est moi? Oui. Et écoutez, moi, j'ai resté en ville longtemps, là, donc, je ne sais pas, depuis les années 66 à peu près. Donc, je me sentais obligé, au bout d'un mois, surtout au début, de rester à Québec, et j'étais obligé de sortir pour aller en campagne, parce que j'en avais besoin pour me ressourcer. Mais je n'ai pas associé ça à la forêt. Après ça, j'ai demeuré à Trois-Rivières. J'avais une résidence secondaire à la campagne. Puis quand j'allais la fin de semaine, le lieu m'était ressourcé à cause de la forêt. Là, maintenant, je vis là où était mon résidence secondaire. Et là, je n'ai pas le même rapport avec la forêt. Ce n'est pas un lieu de ressourcement, je suis trop dedans. Mais là où je suis d'accord avec vous, vous avez dit une phrase importante à mon point de vue, puis ça, je suis d'accord, complètement d'accord. Laissez toute la place au végétal. Il ne faut pas oublier que moi, je fais la fonction de la forêt sur une île d'un champ. Je vois quand même les plantes qui poussent dans mon jardin aussi. Et j'admire la nature dans mon jardin. C'est pas la forêt. C'est plus que la forêt. Mais tout le végétal doit nous aider à mieux vivre. Et là, c'est l'opposition entre la ville, un milieu un peu plus artificiel, et la campagne. Ceux qui demeurent en ville, c'est ceux qui vont valoriser davantage la forêt. C'était mon cas avant, quand j'étais en ville. Là, maintenant, j'ai plus ce rapport-là. J'ai un rapport plus de connaissances, observer la nature, voir les animaux, etc. C'est ça que je désire maintenant. Fait que je n'oppose pas la culture et la forêt. Vous comprenez l'idée? Oui, je comprends. Oui. Je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas de question. Mais non, mais je comprends très bien votre comment dire, votre perplexité face à tout ça, parce que, bon, comment faire pour que ce rapport essentiel du point de vue de notre survie, hein, parce que les végétaux, c'est grâce à eux qu'il y a de l'oxygène sur Terre. S'il y a une atmosphère autour de la Terre qui nous protège de tous ces météores et de toutes ces déclinaisons d'astres qui pourraient créer une catastrophe comme ça, nous faire disparaître s'il n'y avait pas... C'est les végétaux qui l'ont créé. Donc, mon rapport est beaucoup... Je me demande comment faire pour que on puisse rendre, j'allais quasiment dire rendre gloire, quasiment dans un sens quasiment religieux, rendre justice, en tout cas, donner la place fondamentale que les végétaux ont dans l'existence de la vie. Comment faire pour que ça ne soit pas lié à notre envie de sortir du bois quand on y est et à notre désir d'y retourner quand on est en ville. Et puis que cet objet-là, si important, balance au gré de notre développement plus ou moins grand. Alors qu'il n'en va pas juste de notre vie à nous, mais de la vie tout court. Donc, si je vais décliner sur tous les tons, mais les végétaux nous précèdent de plusieurs centaines de millions d'années.
Ils vont nous survivre. Les civilisations disparaissent, Oui. mais pas les végétaux. Pas les végétaux. Absolument. Absolument. Moi, quand je regarde, vous savez, une des plus belles toiles de l'histoire de la peinture québécoise, c'est l'hommage à Rosa Luxembourg de Riopelle. Il y a 40 panneaux, d'accord? Et les derniers panneaux, pour moi, sont les plus beaux, parce qu'il y a des fougères dedans. Il a su saisir la beauté des fougères. C'est un être absolument extraordinaire, une fougère, et c'est d'ailleurs parmi les plus anciens êtres vivants qui existent sur Terre. Quand on contemple une fougère, on contemple un être qui, comme le ginkgo biloba, vient du Pléistocène. Donc c'est pas rien. C'est à une époque où les continents n'avaient même pas commencé leur dérive. C'est à l'époque de Pangée, 300 millions d'années. Donc les fougères étaient déjà là. Les champignons étaient déjà là. Les algues aussi. Donc, toute ce qu'on appelait la mégafaune, donc une faune qui nous englobe énormément. En tout cas, bref, les fougères avaient à peu près 15 mètres de haut à cette époque-là. Donc, les seules traces qui en restent sur le sommet des montagnes, ou les fougères géantes. Moi, j'essaie d'avoir un rapport, qui ne soit pas un rapport de touriste ou de résident partiel, à temps partiel, parce que je vois très bien l'alternance dont vous parlez, puis c'est vraiment problématique, parce que ça nous donne un rapport. J'aime ça ce que vous dites, l'idée de reconnaissance. C'est ça que j'ai essayé de valoriser. Rousseau, à la fin de sa vie, Jean-Jacques Rousseau, qui herborise. C'est-à-dire qu'il se met humblement face à la puissance de création du végétal. Quand on s'attarde un peu, quand on s'humilie devant le végétal, c'est incroyable la puissance qu'il y a. Ces êtres-là ont une capacité d'adaptation, comme vous dites si bien, les civilisations vont toutes s'effondrer, mais pas le végétal. C'est peut-être un rapport un peu spirituel qu'on a avec la nature. Mais j'en suis convaincu. Mais c'est pas juste. Comment dire, les bêtes, on dit la nature. Moi, je pense que dans la nature, le cœur de la nature, c'est le végétal. Les animaux nous ressemblent trop. Nous sommes des animaux, c'est trop proche de nous, c'est trop nous-mêmes, en fait, dans une version un peu déformée, un peu avec finalement à peu près toutes les mêmes choses. L'ordre des mammifères, que ce soit des rongeurs ou des grandes baleines, au fond, ça se ressemble. C'est très proche. C'est-à-dire l'idée que c'est dans un utérus que l'on croit, puis qu'on va essayer de recréer la matrice, que ce soit dans un terrier ou dans une maison, ou dans le grand bassin où les baleines mettent bas. Finalement, on est toujours en train de recréer une espèce de totalité, de grand tout. Alors que ce n'est pas le cas du tout, même chez les ovipares d'ailleurs, c'est le cas aussi, mais ce n'est pas le cas de toutes les espèces qui se reproduisent sans matrice et sans la coquille de l'œuf. Donc, au fond, la coquille de l'œuf, ça se ressemble encore trop. Le végétal n'a pas ce problème-là. Donc, pour lui, il n'y a pas besoin de recréer le tout, il est en fusion avec le tout. Il l'a même créé. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un être supérieur, largement supérieur. Oui, c'est une question peut-être un peu idiote. On l'a posée quand même. On n'entend pas les... Et elle... Ça va? Non. Et elle ne demandera pas une longue réponse non plus. L'inquiétude vis-à-vis de la déforestation, c'est un événement assez récent qui, moi, me rend plus inquiet à propos de la déforestation. C'est que le pays le plus puissant du monde, les États-Unis, vient d'élire M. Trump. Puis, dans ses discours, puis dans ses idées, s'il y en a, j'ai jamais rien entendu qui pouvait avoir un rapport avec un certain amour de la nature ou de se recentrer dans la nature. Jamais rien de ça. Donc, c'est un événement qui, pour moi, est inquiétant. Sur le rapport de la déforestation. Un des fondateurs de la Deep Ecology est un Norvégien. La Deep Ecology, donc l'écologie profonde, est un Norvégien qui s'est appelé Arnaud Næss.
Lui, Arnaud Naès, il disait, au fond, la meilleure chose qui peut s'arriver, c'est l'élection de dictateurs qui vont accélérer les choses. C'est une vision radicale, mais c'est peut-être la seule chance que la nature a, c'est-à-dire qu'on lui fasse le moins de mal possible avant de céder la place à d'autres espèces que nous. Trump est tout à fait la représentation parfaite de ce que toute l'humanité a comme bêtise en condensé. Il n'y a pas mieux, c'est parfait. C'est même, on pourrait dire que c'est quasiment une bête d'apocalypse. Tellement, il arrive au moment où il va accélérer le cours des choses, puis ça va imploser. Mais je ne sais pas si vous voyez, ces temps-ci, dans les réseaux sociaux, il y a une petite vidéo, moi, qui m'apaise beaucoup, que je trouve absolument extraordinaire, parce que on voit une figuration, c'est un court-métrage de 5 minutes, de à quoi ressemblerait la Terre si l'homme disparaissait d'un seul coup. Donc, imaginons qu'un Trump ait décidé de faire une guerre nucléaire avec un Kim Jong-il et que ça soit terminé d'ici, je ne sais pas moi, 50 ans. Et donc, on vit un hiver nucléaire, c'est-à-dire on a tellement lancé de givre sur Terre qu'il y a une sorte de couvercle de nuages qui se met sur la Terre qui empêche les radiations et qui risque, les scientifiques ont appelé un hiver nucléaire, qui risque beaucoup plus de nous tomber sur le crâne que les fameux changements climatiques. Donc, imaginons que ça arrive. Et c'est une chose qui a l'air peu réjouissante. En réalité, c'est peut-être la voie de sortie de la catastrophe dans laquelle on se dirige à plein régime. C'est-à-dire que ce qui risque d'arriver, c'est assez réjouissant parce qu'au bout de 400 ans, toutes les structures en béton vont avoir été digérées par les micro-organismes. La végétation va être capable de défaire tout ça, je ne le savais pas, je l'ai appris dans cette vidéo-là. La végétation est capable de retourner au sol toutes les structures métalliques, tout ce qui est à base de fer, titane, même uranium. Ça, j'ai vraiment eu une surprise. Uranium, le métal le plus lourd qui existe. Le végétal est capable de le défaire avec le temps. Donc, la puissance du végétal est énorme. Donc, tout ça va retourner progressivement dans le sous-sol, avec la réaction chimique donc du monoxyde de carbone qui risque de retourner au sol grâce au végétal. Là, la meilleure machine à dépolluer, tout le monde le sait, c'est un arbre. Et donc, ça va avoir pour conséquence tout simplement que l'homme, tout ce qu'il va avoir créé, il paraît, c'est ça, au bout de 2500, 3000 ans, il paraîtra rien, c'est rien, 2500, 3000 ans. La seule chose qui va rester, c'est le plastique. Le plastique est indissoluble. Ouais, c'est les maudites particules de plastique, il n'y a rien à faire. On peut les mais le métal n'est pas résistant du tout. Le métal, il n'y a rien là. Le plastique, c'est du pétrole condensé, c'est hyper puissant cet alliage-là. La seule chose que la nature peut faire, c'est la mettre en particules et la retourner dans le sol. L'espoir que les scientifiques ont, c'est qu'au bout de quelques millions d'années, ça redevienne un condensé de carbone, parce que c'est du carbone fossilisé, en fait. Le pétrole, ce sont des forêts anciennes de l'époque de la mégafaune qui se sont carbonisées et qui sont redevenues à l'état liquide. Donc, c'est le seul espoir que le plastique disparaisse, ce serait ça. Est-ce qu'il y a une chose qui représente mieux la laideur de la civilisation humaine qu'une particule de plastique trouvée dans l'estomac d'une tortue, comme on le voit, ou l'estomac d'une baleine, etc. À peu près toute la faune marine est en train de périr. Et d'ailleurs, vous savez, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, mais on en bouffe du plastique en grande quantité parce que tous les poissons qu'on pêche dans les océans ont des particules qui ont pour la plupart dépassé le taux de 10%. Donc à partir du moment de 10%, ça veut dire que posez-vous pas de questions d'où viennent les cancers généralisés. Ça vient du plastique que nous-mêmes, on injecte partout dans les écosystèmes. Donc, de toute façon, c'est juste une question de temps, tout ça. Quand on se place dans une perspective un peu plus large, j'ai vraiment l'impression qu'avec l'élection de Trump, avec les choses qui suivent, c'est sans espoir. Que voulez-vous faire par rapport à ça? Que voulez-vous faire? Je vous pose vraiment la question. Moi, j'ai plus confiance dans le végétal que dans l'humanité de ce point de vue-là. Vous me suivez? Le végétal va savoir quoi faire de ça. Nous, on en est incapables.
pour ça que ça m'apaise beaucoup, cette petite vidéo qui tourne, ça m'apaise beaucoup de regarder qu'est-ce que serait le monde sans nous. Je suis presque convaincu que c'est un monde meilleur. C'est dur ce que je dis, mais je pense qu'il faut être lucide. Étienne, une réflexion. On parle beaucoup du végétal. Moi, ma mère, elle a adoré faire pousser des plantes une grande partie de sa vie, puis elle leur parlait. Puis elle disait que les vibrations les aidaient à pousser mieux, à être plus en santé, etc. Puis elle disait même qu'à certains moments, elle voyait des feuilles bouger quand elle parlait ou elle chantait, exemple, mettait de la musique. Moi, j'ai une plante chez moi qui s'appelle le mimosa. C'est une plante, je la trouve formidable. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une plante verte. Elle se ferme quand la lumière, il n'y a pas de lumière. Puis les feuilles, c'est des petites feuilles, c'est tout en long. C'est très beau. Puis il y a des petits pompons violets. Ah, c'est super. Donc, moi, j'aime bien ça. Je l'ai fait pousser à travers mes aloès Vera. Je ne savais pas si... c'est un ami qui m'a mis les graines dans mon pot, puis ça a poussé. Puis, effectivement, moi, je suis née en ville, puis je pense aux enfants aujourd'hui, parce que moi, ma mère est née en Gaspésie, mon père est né à Montréal. Si j'avais eu juste des parents montréalais, exemple, que j'avais jamais connu l'univers de la forêt, puis de la végétation, puis jouer dans l'eau quand j'étais jeune, etc., je pense qu'il m'avait manqué quelque chose d'essentiel à la vie. Je suis arrivée ici à Trois-Rivières, c'était comme l'entre-deux, c'est une ville, mais en même temps, ici, on a beaucoup de végétation autour. Fait que c'est un environnement pour moi qui est agréable aussi, Trois-Rivières. Comparativement à bien d'autres endroits dans le monde, il n'y a presque plus rien. Quand on parle des statues de Pâques, l'histoire qui aurait tout brisé la forêt pour ériger des monuments, puis c'est l'histoire du monde. C'est une autre catastrophe écologique, effectivement. C'est ça. Puis je pense aux enfants qui aujourd'hui, quand on les emmène en campagne, ils n'ont plus d'iPod, ils n'ont plus d'ordinateur, ils n'ont plus de cellulaire. Puis si vous les regardez, ils vont s'émerveiller devant la nature. Ça, il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant découvrir la nature puis poser des questions. Puis quand on est là pour les accompagner, puis leur dire à quel point c'est important qu'une abeille puisse aller porter le pollen d'une fleur à fleur pour qu'elle puisse être pollinisée puis de continuer la vie, ça n'a pas de prix. Fait que je me demande, Étienne, vous n'avez pas parlé de la génération qui s'en vient parce qu'il y a un côté un petit peu noir, mais il y a un côté, je pense aussi, plus clair. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment conscientisés quand on parle. Quand moi j'étais au primaire, ça n'existait pas de récupérer le papier, puis les gobelets de lait, etc. Maintenant, c'est automatique. Si tu jettes un papier, les enfants vont te le dire. Ramasse ton papier, mets-le dans le bac. Ça, pour moi, c'est des gestes qui parlent, puis qui sont vraiment importants au niveau de l'écologie. Puis quand on regarde ce qui est arrivé aux États-Unis dernièrement pour la présidence, c'est vrai qu'il n'a pas parlé, M. Trump, beaucoup de l'environnement. Ça, c'est inquiétant. Par contre, moi, je crois beaucoup qu'il y a une partie de l'humanité qui va se défendre et qui va dire non. Parce que lui, il veut remettre les gaz de shit, etc. Il va encore pomper. Moi, j'appelle ça le sang de la terre. Le pétrole, pour moi, c'est comme si on vidait notre sang de la mer. Fait que pour moi, là, je pense qu'on s'en va vers des virages verts, des virages au niveau
des ressources naturelles qui veulent des choses durables, mais c'est long le combat. Tous les combats qui ont été pour favoriser le bien-être et le confort de l'humanité, c'est difficile. Il ne faut pas lâcher. Merci Étienne de nous rappeler avec votre conférence puis vos livres qu'on part de la terre, des végétaux, c'est de là qu'on part. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Ah, merci. C'est vrai que c'est un peu trop noir ce que je dresse comme portrait. Mais peut-être. J'ai moi-même 2 petites filles de 7 et 5 ans, puis c'est certain que elles sont hyper sensibilisées à tout ça, comme vous pouvez l'imaginer. Je sais pas dans quelle mesure elles vont pouvoir changer. Je sais pas. C'est vrai que le seul espoir qui reste à l'humanité, c'est peut-être ça. D'ailleurs, l'humanité a souvent été très étonnante dans l'histoire, capacité de résilience très étonnante, peut-être. C'est l'éducation, cette question-là. Mais le temps est extrêmement court. Des virages comme ça dans l'humanité, ça n'en est pas fait beaucoup. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ça, le dernier rapport du GIEC, c'est totalement faux, oubliez ça. L'accord de Paris, déjà, l'histoire de 1,5-2 degrés, c'est totalement faux. On n'avait pas pris en compte le dégel du pergélisol, puis tout le méthane. On parle de 7 degrés en 2100. Une évaluation de 7 degrés. À 7 degrés, tout le bassin méditerranéen, l'Italie, l'Espagne, c'est devenu une zone désertique, c'est le Sahara. Donc c'est 7 degrés en 2100. C'est nos enfants dont vous parlez, qui sont si conscients de ça. Eux, ils vont le vivre. Eux, ils vont vivre. Donc ça veut dire une élévation du niveau des mers qui va largement au-dessus de tout ce qu'on avait planifié. Donc tout ce qu'on avait imaginé, vu, dans la brume, en ne sachant pas trop ce qu'on voyait, c'était largement en dessous de la catastrophe qu'on est en train de créer. Largement en dessous. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en sais rien. Un de mes amis qui vit à Cleveland, vous savez, les Américains sont spécialistes de ça. Hein, c'est un peuple extrêmement résilient. Mais disait, oui, d'accord, c'est vrai, il va y avoir des zones désertiques partout, mais on va inventer des machines à dessaler l'eau qui vont nous permettre de remettre de l'eau dans le désert pour faire pousser plus de végétaux, qui vont remettre la photosynthèse, donc, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, au point où on en est, la question écologique, celle-là, question d'écologie, pas juste de façade, une question d'écologie globale, radicale. Il faut absolument que ça se fasse là, maintenant, à l'époque où on a plus de dirigeants sur la planète. Vous parlez du charbon de Trump. Vous savez qu'à l'heure actuelle, là, on se trouve très très vert, mais le combustible le plus utilisé en 2016 est encore le charbon. Encore et encore et encore. La semaine dernière, à New Delhi, en Inde, le plus grand taux de particules de pollution dans l'air qui n'a jamais été enregistré. On a battu le record de tous les records. Du double. Donc, le 400 particules qui était le seuil jamais atteint, là, on est rendu à 800. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé le Air Apocalypse. Le Air Apocalypse. Donc, c'est invivable. C'est absolument invivable. Et ça, c'est vers là qu'on s'en va. C'est juste que l'Inde et les grands bassins asiatiques et quelques centaines d'années en avance sur la civilisation occidentale, comme d'habitude. Mais c'est exactement le même régime de vie en accéléré. Donc, on voit ce qui se passe à New Delhi, ce qui se passe à Shanghai, ce qui se passe à Pékin. C'est simplement la vision de New York, disons, dans 90-100 ans à peu près. Donc voilà, oui, on peut avoir de l'espoir, mais cet espoir-là doit être... au Québec, on n'est pas tellement conscient de ce monde-là, de ce monde de béton qu'on a créé. Parce que ça, c'est un autre problème. En fait, un des gros accélérateurs du climatique, c'est le fait qu'on a bétonné une très très grande partie de la surface pour nos routes. Donc le fait qu'on ait aplani, ça fait en sorte que la lumière
n'est plus absorbée par le végétal et au contraire, elle est réfléchie, elle est relancée dans l'atmosphère avec la chaleur, ce qui décuple encore l'effet de serre. C'est un effet, le climat risque d'être littéralement infernal. Vous savez, d'ailleurs, il y a une des planètes du système solaire qui a déjà vécu tout ça, qui est Vénus. Donc, vous savez que Vénus, c'est la deuxième des planètes du système solaire. Elle est 3 fois plus chaude que Mercure, pourtant, elle est plus loin du Soleil. Pourquoi? Parce qu'elle a tous les gaz à effet de serre que nous, on a, c'est-à-dire du CH4, du méthane, du dioxyde de carbone, et à peu près tout ce qu'on appelle les gaz polluants en quantité énorme. Donc, ce qui fait en sorte que toute la chaleur qui est posée sur Vénus ne peut pas sortir. Donc, l'effet d'emprisonnement, la planète Vénus le vit depuis quelques centaines de milliers d'années. Donc, c'est une image assez nette de ce qu'on est en train de créer comme problème. Voilà. Dernière question. Bonsoir. Pour faire suite aux remarques que vous venez de faire, statistiquement, c'est prouvé que quand il y a plus de pollution, il y a beaucoup plus de 3-4 fois plus d'infarctus dans une ville. Et ma question, c'était le règne Monsanto et ses plantes OGM. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais à l'Université du Manitoba pendant 8 ans, c'est une chose qui est peu connue, qui est le fief de Monsanto. C'est à l'Université du Manitoba que, d'ailleurs, c'était absolument honteux. Moi, j'avais un train de vie absolument royal. On avait des salaires vraiment faramineux avec 25% d'impôts. C'était incroyable. Ben, tout ce luxe-là venait de Monsanto. C'est là où il y avait leur serre, où en fait, ils l'ont encore, qui est, comment dire, où ils expérimentent toutes sortes de semences, etc. C'est une catastrophe là, pour la diversité écologique. Mais Monsanto, bon, c'est probablement le diable en personne, si vous voulez, mais à mon avis, c'est quand même de surface comme problème. Parce que la diversité du vivant, quand on étudie un peu la biologie, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'extinction dans l'histoire des espèces que de création. La vie crée des espèces sans arrêt. Donc, Monsanto aura beau faire, par exemple, en sorte que le maïs, qui était tellement diversifié à l'arrivée des Blancs sur le continent nord-américain, il y avait à peu près 180 espèces de maïs. Depuis Monsanto, en 30 ans, on est rendu à 7-8. C'est une catastrophe du point de vue de la diversité écologique. Mais on sait de sources sûres que, aussitôt qu'on laisse la nature faire, le végétal, la diversité revient en un clin d'œil. Ça, moi, j'ai une confiance absolue, et les biologistes aussi. C'est pas la fin de l'humanité, ou en tout cas de la civilisation qui s'annonce, n'est pas une catastrophe pour la vie sur Terre. Moi, c'est peut-être ça le seul. C'est pas une catastrophe du tout pour la vie sur Terre. La vie va continuer. Il y a eu 6 grandes phases d'extinction de la vie sur Terre. On est en train de vivre la 6e, et la vie va continuer après nous. Nous avons décimé, vous savez, vous avez vu les mêmes statistiques que moi, là, on a réussi à tuer 60% de la vie vertébrée en 40 ans. On a réussi ça. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Le mot de la fin, j'aimerais ça, une conclusion. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire? Une conclusion un peu moins noire. J'en sais trop rien. Peut-être revenir sur les enfants dont vous parliez, qui est la seule source d'espoir qui est réelle, qui existe. J'en sais trop rien. Mais Étienne, vous aviez dans votre présentation opposé la ligne verticale, les courbes, les classiques courbées de végétaux. Alors, il me semble qu'il y avait quelque chose de positif, parce qu'à la ligne verticale, vous avez associé les lumières, le rationalisme, évidemment, et les végétaux, mais là, c'est plus courbe. Alors, quel est l'imaginaire qui serait associé aux courbes des végétaux? Il me semble qu'il y avait quelque chose de positif. Oui, bien sûr. Vous avez un côté catastrophiste. Mais la catastrophe, en fait, c'est pas moi qui est catastrophiste, c'est la situation qui est catastrophique. Je ne suis pas prophète de malheur, je fais simplement vous transmettre tout ce que je glande comme information ici, là, à force de côtoyer des cercles écologiques. L'imaginaire des courbes. Mais l'imaginaire des courbes, effectivement, peut-être que. Mais regardez la pièce dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, à peu près tout notre quotidien est fait
de mondes très cartésiens avec des mondes très anguleux, avec des figures très, très régulières de prismes, soit des rectangles, hein, aussi des carrés, des triangles très réguliers. Ben, du point de vue, avec toutes les tables qu'on voit là, le monde des angles, le monde des lignes droites, est clairement un extraterrestre sur Terre. Ça vient de notre cerveau. On a projeté ça sur un monde qui, lui, est un monde de courbes, un monde d'irrégularité, d'éclat, un monde qui ne connaît pas ces formes-là et ces formes-là l'étouffent. Hein. Le bois que je touche en ce moment, qui est du bois de bambou, visiblement mâché et refait, n'aime pas cette forme dans laquelle nous l'avons inséré. Il n'est pas fait pour ça. Et on contraint avec nos lignes droites du plancher, du parquet que je vois, on contraint sans arrêt les formes vivantes à des schémas mentaux qui ne correspondent pas à la vie sur Terre. Voilà. Encore une fois, je réussis à tourner ça de manière catastrophiste. Merci.